Je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, nous avons une conférence passionnante ce soir. Vous avez bien fait de venir très nombreux. Cette conférence est organisée, comme d'habitude, en partenariat avec la médiathèque, mais aussi, cette fois-ci, avec la 3AF d'Occitanie et puis l'association des Amis de la Cité de l'Espace. Voilà. Et puis, bien sûr, l'Académie de l'air et de l'espace, dont la conférencière est membre depuis déjà plusieurs années. Voilà. Donc, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est un sujet passionnant qui est de plus en plus d'actualité, avec les perturbations de l'atmosphère, soit directes, par exemple des émissions d'ammoniac qui sont dues à des cultures intensives, mais il y a aussi des choses alors, qui sont indirectes. Avec l'élévation des températures, il y a les feux de forêt de plus en plus importants, et donc avec des particules poussées par les vents un peu partout, donc ça modifie sensiblement aussi, par rétroaction, les conditions climatiques. Voilà, donc c'est un sujet complexe. Et donc, pour nous en parler, Cathy Clairoy vient de... Alors, elle est belge d'origine. Elle a fait toute sa formation en Belgique. C'est une physicienne qui a fait sa thèse de doctorat, et si mes souvenirs sont bons, en spectroscopie moléculaire. C'est ça, bien sûr. C'est ça. Bon. Et puis, assez vite, elle est venue, elle a franchi la frontière, elle est venue dans la région parisienne. Et puis, après un post-doc au CNES, elle est rentrée assez vite au CNRS. Et donc, elle dirige une équipe de recherche au LATMOS, qui est le laboratoire des atmosphères et des observations spatiales. Mais elle continue aussi à avoir une activité d'enseignante à l'Université libre de Bruxelles. Elle partage son temps entre ces deux grandes activités. Son intérêt principal, c'est donc bien sûr l'atmosphère, et en particulier un instrument infrarouge qui s'appelle LIASI, qui a été conçu il y a maintenant plus de 20 ans, mais qui est d'une richesse d'informations considérable. On peut observer pratiquement tous les gaz dans l'atmosphère, plus un peu d'autres choses, mesurer la température aussi, et aussi l'humidité, ce qui intéresse beaucoup les météorologues. Voilà. Sur le plan scientifique aussi, on peut noter plus généralement que Cathy Clairoy est l'auteur ou l'autrice, je ne sais jamais comment on dit, de plus de 240 publications avec groupe de revues, donc c'est une activité considérable. Elle a eu des prix, le grand prix de l'Académie des sciences, Gérard Mégy, il me semble bien me souvenir de ça. Elle est également chevalier de la Légion d'honneur et médaille d'argent du CNRS. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Je vous rappelle que c'est la règle du jeu, c'est toujours à peu près la même. Il y a à peu près 1 heure à peu près de conférence. Et puis après, donc, vous pouvez garder vos questions pour après la conférence, où il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, de questions qui viennent de la salle. Et donc, vous pourrez poser des questions à la conférencière. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, et je suis contente d'être là. Et ce qui est sympa, c'est qu'à l'heure, tout le monde est assis bien. Mes étudiants, ils rentrent, ils sortent, puis il y a note sur leur téléphone, etc. Donc, très bien de commencer dans ces conditions-là. Alors, peut-être juste avant de commencer, je vais vous expliquer qui je suis. Donc, j'ai commencé par... Ça, c'est moi quand j'avais une 12aine d'années. Et à cette époque-là, je lisais beaucoup le magazine Spirou, que vous connaissez peut-être, et il y avait les aventures de Yoko Tsuno, la petite demoiselle qui est en vert là, et qui allait voir ses copains sur la planète avec des gens qui sont tout bleus. Ça me passionnait absolument. Il y avait aussi à cette époque la sonde Voyageur qui a été lancée, et on commençait à avoir plein de super photos, notamment les photos de Jupiter, les anneaux de Saturne, etc. Et moi, je faisais des petits cahiers, et là, vous avez un extrait de mes petits cahiers quand j'avais 12 ans.
Et je marquais tout ce que j'apprenais. Et ça, c'est voilà, l'image de voyageur que j'avais découpée dans mon Spirou. Et donc, j'ai continué à faire ça pendant quelques années. Et bizarrement, quand j'étais à l'école, je n'avais pas du tout les sciences. Donc, il y a une petite incohérence dans mon parcours, là. J'étais absolument fascinée par les extraterrestres. Et donc, sur la sonde Voyageur, il y a cette plaque qui est destinée à, si jamais un jour, maintenant, Voyageur est sorti depuis longtemps du système solaire, mais si un jour quelqu'un dans l'univers croise la plaque, eh bien, avec cette illustration-là, il est supposé comprendre d'où vient la sonde. Et donc, mon rêve, évidemment, c'était de devenir astronaute. Bon, Thomas Pesquet, il avait seulement 5 ans à l'époque, donc c'était pas lui qui me faisait rêver, mais il est toujours très, très bon en communication, je trouve. Je ne suis pas du tout devenue astronaute. Et je lisais aussi les bouquins d'Hubert Reeves, qui était vraiment un excellent vulgarisateur. Donc, le temps a passé. J'ai fait des études de physique. Et alors, évidemment, je n'ai pas étudié les étoiles. Je me suis tournée plus vers l'atmosphère terrestre. Et donc, mon travail, c'est d'analyser cette petite couche d'atmosphère. Donc, l'atmosphère, c'est une couche qui fait à peu près 100 km. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. Si vous pensez à la distance Paris-Toulouse, c'est plus que ça. Et donc, on va montrer, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir depuis l'espace dans cette couche. Et on va s'intéresser en particulier au bas de l'atmosphère, la couche dans laquelle on vit. Puisqu'ici, le thème de cette conférence-ci, c'est la pollution. Et donc, c'est vraiment la couche dans laquelle on vit. Alors, comme M. Denève l'a introduit, l'instrument sur lequel je travaille s'appelle IASI. C'est un instrument c'est un spectromètre à transfo de Fourier. Donc ça, c'est lui avec son enveloppe. Ça fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et ça fait à peu près 100 kilos. Et ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la Terre qui émet dans l'infrarouge et il va enregistrer en fait ce signal infrarouge qui doit traverser l'atmosphère. Et en traversant l'atmosphère, il va rencontrer toute une série de molécules sur son chemin. Donc il y a 3 instruments qui ont été lancés. Le premier ne fonctionne plus, mais les 2 suivants fonctionnent encore. Et chaque instrument va délivrer plus d'1 million d'observations par jour. Donc on a tous les jours 2 millions d'observations qui vont nous permettre de connaître les concentrations des gaz partout où passe le satellite. Vous voyez, chaque ligne là, ça fait à peu près 2000 km. Et donc il tourne tout autour de la Terre, 14 fois par jour comme ça. Et ça nous permet vraiment d'avoir une carte tous les jours de polluants et de tout un tas d'autres gaz. Et comme je disais, en fait, chaque gaz a des propriétés qui lui sont propres. Et c'est vraiment, vous allez voir une observation qui va s'afficher suite au fait que dans l'atmosphère, les molécules, elles tournent, elles vibrent, etc. Je ne rentre pas dans le détail de ça. Chaque mesure va ressembler à ce qui va s'afficher ici. Voilà, ça c'est une observation, mais on en a 1 million comme ça. Et chaque gaz a une signature qui lui est propre. Donc, ce qu'on voit, c'est indiqué en couleur, en fait. On peut voir ça dans le détail. Alors, je ne suis pas toute seule à travailler là-dessus, heureusement. J'ai toute une équipe. Donc, ça, c'est l'équipe qui est à Paris, par exemple. Et tout le monde travaille là-dessus. Donc, la plupart des illustrations des belles images que vous allez voir qui viennent de la mission IASI dans cet exposé, c'est quelqu'un de l'équipe qui les a faites. Alors ça, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais commencer par une introduction qu'est-ce qu'on entend par les pollutions de l'air, quelles sont les sources de ces polluants et comment ça évolue dans le temps. Et puis, je vais vous montrer avec des images satellites, en fait, plusieurs exemples, les fumées des feux, comment on peut les suivre, qu'est-ce qu'on peut dire sur le trafic automobile et les bateaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les activités industrielles et les activités agricoles. Et chaque fois, je vais cibler sur un gaz. Mais comme vous verrez, en fait, c'est pas, par exemple, le trafic automobile, il n'émet pas que des gaz qu'on appelle NOx, il émet d'autres choses. Mais pour simplifier, voilà, j'ai choisi de vous montrer une illustration pour chacun des thèmes. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est la pollution de l'air. Et je ne vais pas du tout vous parler, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de recherche, je ne vais pas vous parler de la pollution de la mer. Et je ne vais pas vous parler des pollutions du sol non plus, je n'y connais rien, voilà, rien du tout. Et donc, c'est vraiment la pollution de l'air sur laquelle je vais cibler cet exposé. Alors, pourquoi on s'inquiète pour la pollution de l'air ? Eh bien, c'est parce que ça a un impact important sur la santé. Vous avez ici sur le petit histogramme le nombre d'années en fait, de vie perdue en moyenne, je crois que c'est en moyenne dans le monde, liées à la pollution et en particulier liées aux particules. En fait, les particules, c'est vraiment le polluant qui a le plus d'impact sur la santé. Pourquoi ça a un impact sur la santé ? Parce que nos organismes, en fait, ne sont pas faits pour emmagasiner des polluants. Ils sont faits pour respirer de l'air. Et quand ils doivent gérer à la fois des particules, eh bien, les poumons doivent travailler plus, le cœur doit travailler plus.
Donc c'est mauvais pour tout le système cardiovasculaire. Et comment on sait ça? Bien, on s'aperçoit que quand il y a des événements de pollution importants, il y a beaucoup plus d'admissions dans les hôpitaux. Et c'est bien sûr en particulier les personnes fragiles, ça peut être les asthmatiques, les personnes âgées, les jeunes enfants. Mais en fait, ça a un impact sur toute la population, en particulier les personnes fragiles. Alors la pollution, elle est très inégalement répartie dans le monde. En fait, ici, sur cette carte, vous avez en fonction des couleurs, quels sont les pays qui sont le plus affectés par la pollution. Et comme vous devinez, plus la densité de population est importante, plus la pollution est importante, et aussi le degré de développement du pays. Donc en fait, en Europe, on est quand même relativement bien lotis, comme en Amérique du Nord, comme en Australie par exemple. Il y a d'autres régions, typiquement l'Asie. Vous allez voir sur mes cartes que l'Asie ressort souvent, que ce soit l'Inde ou que ce soit la Chine. Et donc ce sont des pays pour qui c'est vraiment un problème de santé publique important, ces niveaux de pollution élevés. Alors, de quel gaz on va parler? Si vous vous souvenez un peu de vos cours d'école, l'air est constitué de 78% d'azote, plus 21% d'oxygène, plus un peu moins de 1% d'argon. Et en gros, l'air, voilà, ça c'est l'essentiel de l'air. Et puis, il y a toute une petite série de gaz qui sont dans l'atmosphère, qui sont soit présents là de manière naturelle, soit qui sont rajoutés par toutes les activités humaines. Il y a d'une part ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, je ne vais pas en parler ici, c'est ceux qui restent... Oups, pourquoi tu changes tout seul, toi? C'est ceux qui restent longtemps dans l'atmosphère, c'est ceux qui sont là en rouge. Et je vais surtout parler des polluants qui sont cités là en gris et qui sont présents en concentration très faible dans l'atmosphère. Donc même s'ils sont présents en concentration très faible, comme ils ont un impact sur la santé, c'est important d'étudier comment ils sont répartis sur la Terre et leur évolution dans le temps. Alors voilà, essentiellement, ça c'est les principaux polluants. Le monoxyde de carbone, c'est celui qui est détecté si vous avez des détecteurs incendie dans vos maisons. C'est un détecteur de monoxyde de carbone. Chaque fois qu'il y a du feu quelque part, donc de la combustion, ça peut être de combustion des feux de forêt ou bien des fuels fossiles comme le pétrole, le charbon, etc., ça dégage du monoxyde de carbone. L'ammoniac, on va voir que c'est beaucoup lié à l'élevage et à l'agriculture, les engrais et tout ça. Ça, c'est l'ammoniac. Les particules, il y a plein de sources d'émissions des particules, j'y reviendrai un peu plus tard. Le dioxyde d'azote, NO2, lui, c'est surtout le trafic automobile et un peu les industries. Et le dioxyde de soufre, lui aussi, c'est les phénomènes de combustion, mais ça va être surtout lié à l'utilisation du charbon. Et on va voir comment il évolue dans le temps aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça, ce sont des polluants qu'on appelle les polluants primaires, c'est-à-dire qui sont émis directement depuis les activités au niveau du sol et qui s'élèvent dans l'atmosphère. Il y a aussi des polluants secondaires, dont vous avez entendu parler aussi. Le plus important, c'est l'ozone, qui, lui, n'est pas émis directement par les activités, mais qui va arriver dans l'atmosphère suite à des réactions chimiques et au fait qu'il y a du soleil. Donc l'ozone, ça va être le polluant le plus important quand il fait très beau. Donc ce que vous pouvez déjà retenir, c'est en hiver, les polluants importants, ça va être les particules et le NO2. Alors je parle ici en France, parce qu'on n'a pas la liste des polluants est plus courte que dans certains autres pays, mais donc par exemple à Toulouse, ça va être le NO2 et les particules en hiver, et en été, ça va être l'ozone. Les particules, elles arrivent aussi comme des polluants secondaires suite à des réactions chimiques, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors tout ce que je vais dire va être un peu simplifié, mais voilà, ça c'est la vraie vie avec les polluants que je viens de citer, ils sont marqués en haut du tableau. Et le transport, les industries, la production d'énergie, le chauffage et l'agriculture, ça c'est toutes les sources de polluants. Et vous voyez que ce n'est pas un polluant, une source, il y a des polluants qui sont émis par différentes sources. Je vais prendre comme exemple le transport, eh bien, c'est les particules et le NO2. Et la taille du rond, ici, vous donne son importance. Et donc, il y a l'agriculture, par exemple, il émet surtout de l'ammoniac. Je vais vous montrer des belles images là-dessus tout à l'heure. Alors là aussi, en fait, selon la région du monde où on se trouve, eh bien, ici, c'est une carte qui vous montre quelles particules les couleurs que vous voyez là sur la carte, ça vous indique en fait quel phénomène va produire le plus de particules. Alors je vais commencer par un truc facile. Donc typiquement, tous les endroits où il y a beaucoup de sable et où ce sable est transporté par le vent, les particules qu'on va trouver, c'est des particules naturelles. Donc c'est du sable. Et donc là, en fait, ça agit comme un polluant. C'est-à-dire les organismes ne sont pas faits pour respirer du sable. Et donc ça va avoir le même impact sur la santé que d'autres polluants qui sont liés
au trafic automobile, au feu, etc. Si on regarde ce qui se passe en Europe, eh bien, c'est beaucoup l'agriculture qui est en vert et aussi le transport, etc. Et donc, vous voyez que selon les régions du globe, la source des particules n'est pas la même. Et en fait, la composition de ces particules, si on regarde dans le détail, ne va pas être la même non plus. Alors, je fais un petit zoom sur Toulouse, puisqu'on est à Toulouse. Et donc, à Toulouse, vous avez quelques fois par an des jours où il y a des pollutions importantes. Alors, les conditions pour avoir des pollutions, c'est toujours la même chose, c'est lié à la météo. En fait, typiquement, on a des activités et quand il n'y a pas la pluie et le vent qui nettoient l'atmosphère, quand c'est, voilà, ça c'est typiquement un ciel qu'on peut voir quelque part en hiver, quand il y a tout le monde qui se chauffe, quand le trafic automobile est important, etc., qu'il n'y a pas de vent et pas de pluie. En été, quand c'est des concentrations d'ozone qui sont élevées, vous aurez l'impression que l'air est pur, mais il ne l'est pas. En fait, il y a de l'ozone dedans. Et donc, si je faisais la même photo en été, on verrait mieux tous les buildings, mais c'est quand même un polluant important, aussi irritant pour les bronches, etc. Alors, dans toutes les villes européennes, la distribution, c'est un peu la même. C'est-à-dire, vous pouvez, l'ordre de grandeur à retenir, il y a un tiers de la pollution qui vient du trafic, il y a un tiers qui vient du chauffage, en gros, et il y a un tiers qui vient des industries, des commerces, etc., ici appelé tertiaire. Bon, après, les parts de camembert vont changer un peu selon la ville. Il va y avoir plus d'industrie, moins de trafic, etc., mais l'ordre de grandeur, c'est bien celui-là. Toujours à Toulouse, ici, c'est alors oui, l'organisme qui s'occupe de surveiller la qualité de l'air change de nom selon les régions en France. Et à Toulouse, c'est Atmo Midi-Pyrénées. Je pense qu'ils s'appellent Atmo Occitanie maintenant. Et donc, sur leur site, si vous voulez voir les prévisions des polluants pour les jours qui suivent, eh bien, il y a aussi ces belles cartes en fait, qui montrent, par exemple, qu'un des principaux facteurs de pollution au-dessus de Toulouse, c'est le trafic automobile. Et vous reconnaissez bien là les routes principales, la rocade, etc., au-dessus de Toulouse, avec à gauche les particules et à droite le NO2, qui sont tous les deux des polluants qui sont liés au trafic automobile. Alors là, je sens que je vous déprime un peu tous, donc je vais vous donner une bonne nouvelle. Bon, je ne vais pas faire la devinette parce que vous allez deviner où je veux en venir, mais si je vous demandais, est-ce que vous pensez que la pollution augmente ou diminue ? Eh bien, si je vous faisais lever le bras, mais vous allez évidemment vous douter que je veux la réponse inverse de celle à quoi je m'attends. En fait, la pollution diminue. Et donc ça, c'est au-dessus de Toulouse, mais vous allez voir que c'est encore plus impressionnant quand on regarde au-dessus de l'Europe. Et donc, presque tous les polluants diminuent. Et pourquoi ? Parce qu'on fait de plus en plus d'efforts sur, par exemple, les moteurs des voitures. Donc, typiquement, la pollution en NO2, elle diminue vraiment drastiquement ces dernières années. Je vous montre une autre courbe parce qu'elle est plus impressionnante. Ça, c'est la courbe en Europe. Et donc, vous regardez, en fait, tous les polluants, alors à l'exception de l'ozone, tous les polluants diminuent d'année en année. Et ça, parce qu'on met en œuvre donc, il y a une réglementation européenne qui oblige chaque pays à limiter le nombre de jours où il dépasse les normes de pollution. Donc, d'abord, on prend des mesures maintenant quand les normes, les seuils d'alerte sont dépassés, c'est-à-dire on dit vous êtes obligé de rouler plus lentement, ou bien les métros sont gratuits. Chaque ville peut adapter les mesures pour faire baisser les seuils de pollution. Et puis, il y a toute la transition vers l'électrique, les voitures électriques, etc., qui dégagent moins de polluants. Et surtout, il y a beaucoup d'efforts sur les moteurs des voitures aussi, et ça, c'est réglementé. Et il y a plein de capitales européennes où on ne peut plus aller avec des anciens moteurs dans la ville, et ça fait que les niveaux de pollution baissent un peu partout. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais pourquoi lorsqu'on parle autant ? Mais parce que la presse, chaque fois qu'il y a des seuils de pollution qui sont dépassés, on parle beaucoup. Et surtout, on connaît de mieux en mieux les impacts des polluants sur la santé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 20 ans, on était beaucoup moins capable de quantifier et de savoir vraiment comment ça avait un impact, quel polluant avait le plus d'impact, etc. Maintenant, on connaît ça bien, donc on en parle beaucoup plus parce qu'on sait que c'est un peu comme la cigarette en fait. La pollution, même à petite dose, c'est pas bon, et donc il faut faire baisser ces seuils le plus rapidement possible. Tout à la fin de l'exposé, je vais y revenir parce que vous allez voir que c'est assez contraignant et chaque pays, et donc ça se reporte sur chaque région, est obligé en fait de faire baisser le nombre de jours où on dépasse les seuils de pollution. Alors juste, peut-être certains d'entre vous ont connu cet épisode. Il y a un épisode très célèbre à Londres en 1952.
Pour ceux qui ont vu la série de Crohn, il y a tout un épisode qui commence avec ça, en fait, où on voit rien dans toutes les rues de Londres. Et donc ça, c'est quelque chose en fait lié à l'accumulation ici de polluants et de particules. C'est lié au fait qu'on chauffait beaucoup au charbon. Il y a des industries partout à ce moment-là. Et donc c'est des niveaux de pollution qu'on ne connaît plus actuellement. Et heureusement pour nous, parce que je pense que là, ils se sont vraiment rendus compte à ce moment-là de la corrélation entre les admissions à l'hôpital. Je ne me rappelle plus si c'est marqué le nombre de morts, mais en tout cas, il y a eu un paquet de morts à la suite de cet événement-là. Alors, une spéculation, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien l'histoire. Ce sont des tableaux qui ont été peints à l'époque de la révolution industrielle. Et la question, c'est de savoir si les beaux ciels qui étaient... En fait, plus il y a des particules dans le ciel, plus les couchers de soleil sont jolis parce que ça permet d'avoir de la diffusion et de la réfraction de la lumière solaire quand le soleil se couche dans le ciel. Et donc la question, c'est de savoir si les beaux ciels, comme étaient peints par exemple ici dans les peintures de Monet, si c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup de pollution dans l'air à ce moment-là. Bon, il y a des collègues qui disent ça, j'aime bien l'histoire, donc je vous la dis, vous en faites ce que vous voulez. Alors maintenant, je vais commencer à vous montrer avec le satellite sur lequel on travaille, qu'est-ce qu'on voit exactement. Et donc tous les jours, nous, on surveille les cartes de polluants pour une série de polluants. Donc là, je vais commencer par vous montrer le monoxyde de carbone, le CO. Donc lui, c'est un très bon traceur de la combustion. Donc ça peut être soit des feux, soit allumés par des activités humaines, hein, un barbecue mal éteint, ou soit initié naturellement, par exemple des éclairs, soit ça peut être lié à la combustion des fuels fossiles, donc pétrole, charbon, gaz. Et là, je reprends ma mesure satellite. Et ici, ce que je vais analyser, c'est ici, cet espace-ci, où on voit vraiment l'empreinte en fait, du monoxyde de carbone. Et donc, on fait ça, on a des tas d'outils mathématiques, en fait, vraiment des algorithmes en fait, pour traiter ça de manière automatique. On ne le fait pas à la main. Et je vous montre, ça, c'est une moyenne sur 1 an d'observation. Et vous avez les mois qui défilent en haut à gauche. Et on voit en fait partout où il y a des concentrations importantes de monoxyde de carbone sont en rouge. Et ce que vous voyez très bien, c'est la Chine avec le transport par les vents. Et ça va atteindre en fait les côtes des États-Unis. Et les feux les plus importants qui se produisent, en fait, c'est ici en Afrique. Et ça bouge selon les saisons, saison sèche et saison humide. Ou bien vous allez voir, il y a une saison où il y a beaucoup de feux en Amazonie aussi. Et donc, en fait, dans l'hémisphère sud, la source principale de polluants, eh bien, c'est ce monoxyde de carbone qui va, selon les saisons, en fait, bouger et qui va induire en fait une très mauvaise qualité de l'air. Et donc ça, c'est les choses qu'on surveille tous les jours. Alors là, c'est une moyenne sur 10 ans d'observation, donc ça vous montre en fait les trucs récurrents. Par contre, chaque année, on a des grands feux quelque part. Et je vous montre 2 exemples. Le plus grand feu depuis que la mission vole, en tout cas dans l'hémisphère sud, c'était les feux en Australie qui ont eu lieu à la fin 2019, au début 2020. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut regarder avec le satellite si on regarde sur quelques jours. Et vous avez les feux qui partent d'Australie. Si on fait une moyenne sur quelques jours, on voit qu'ils sont portés, donc plus c'est mauve, plus il y a du monoxyde de carbone, ils sont portés par les vents, ils font le tour de l'Antarctique. Et si on laisse le temps, donc les vents dominants, en fait, il y a des vents très forts autour du pôle, ça revient quasi, donc ça c'est les fumées qui sont transportées et qui reviennent quasi à leur point de départ. Alors quand on a sorti ces images, en fait, quelques années après, il y a des collègues qui sont allés en Antarctique sur les zones où on voit des petits coloriages en jaune, là, et qui ont trouvé sur le sol, sur la neige, en fait, des traces de fumée et de dépôts de particules, en fait. Et donc, on voit qu'on peut suivre vraiment ça avec le satellite. Une autre illustration, peut-être vous en rappelez, c'est les feux qui ont eu lieu au Canada. Donc, il y a 2 étés. Là, il y a, alors j'ai été rechercher le chiffre, 232 000 personnes qui ont été déplacées, hyper impressionnant. Et avec le satellite, on a vu tous les jours, mais vraiment tous les jours, des cartes qui ressemblent à celles que je vous montre là. C'est-à-dire on a les feux transportés par les vents qui dominants à cette saison-là, dans ce sens-là. Et vous voyez chaque fois des nouveaux feux dans d'autres régions et qui traversent l'océan. Donc nous, à Paris, sur le toit de la fac, on a des capteurs qui mesurent les polluants. Et on a vu du monoxyde de carbone qui arrivait sur le toit. Et si on n'avait pas eu les images satellites, on n'aurait pas compris d'où il vient. Mais là, voilà, avec les images satellites, on voit très bien que ce sont des feux qui viennent du Canada et qui traversent l'océan. Et ça induit une pollution très importante à d'autres endroits, donc notamment
dans le nord des États-Unis. Et vous avez sur cette image-là la statue de la liberté qui est pleine de... Enfin, la visibilité est affectée, il y a plein de particules en fait. Et si on fait un zoom sur nos cartes satellites, eh bien, on voit très bien que pour ces jours-là où la photo a été prise, on a effectivement plein de monoxyde de carbone et plein de particules de suie. C'est tout ce qu'il y a dans la fumée en fait qui bouche la vue et qui est très impactant pour la qualité de l'air au-dessus de New York, Washington, etc. Un peu plus tard dans le temps, donc cet été par exemple, il y a eu de nouveau des feux super importants en Amazonie. Et donc ici c'est l'image d'un autre satellite, ça c'est une image visible, alors que les images que je vous ai montrées de mon satellite c'est dans l'infrarouge. Ici une image visible où vous voyez les nuages sont en blanc et ceci c'est de la fumée. Et vous voyez que ces feux sont tellement grands que vu du satellite qui fait la photo d'une demi-terre, là on voit la fumée des feux en Amazonie, donc il a fait beaucoup trop sec. Et il y a plein de départs d'incendie. Là, le chiffre que j'ai trouvé, c'est 140 000 départs d'incendie. Et il y a d'autres endroits, notamment en Inde, où il y a des feux récurrents. Et à peu près toutes les années, à la même époque, on a ce nuage de pollution, ça c'est à New Delhi. Toutes les années en automne, c'est à peu près les mêmes news qui sortent dans la presse. Et quand on regarde, en fait, on essaie de comprendre d'où ça vient. Ben, c'est l'accumulation de plein de choses, et notamment le fait que pour faire les cultures rapidement et préparer les champs, donc ils font la culture du riz, la culture qui suit c'est du blé par exemple, on nettoie les résidus de riz en brûlant, en faisant flamber en fait les restes de culture, et donc ça induit des particules dans l'air de manière très très massive. Ben, je vous montre la même... Avant et après, donc c'est vraiment des niveaux de pollution super importants. Donc maintenant, quand j'ai commencé à travailler, c'était la Chine où on voyait les niveaux de pollution les plus importants, et maintenant c'est en train de passer sur l'Inde. En fait, la Chine, ils ont commencé à mettre en œuvre aussi des politiques, je pense que la population se rebelle un peu plus, et ils ont commencé à mettre en œuvre des Clean Air Act qui font qu'ils ne peuvent plus polluer autant, et l'Inde est vraiment en train de prendre le relais. Alors, je vous montre maintenant, je passe à un autre polluant, en fait. Donc, je vais vous montrer le NO2, qui est lié au trafic automobile. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment ça a changé. Donc, quand il y a eu le Covid et la période où plus personne ne pouvait circuler, etc., pour nous, qui étions tous coincés à la maison, comme vous tous, ça a été aussi un moment pour faire une expérience intéressante, parce que du coup, il y avait beaucoup moins de pollution. Et ici, c'est une image satellite. Donc, à gauche, c'est la même. Enfin, on a pris les mêmes mois. En fait, c'est le mois avant le Covid. Et regardez, c'est toutes les capitales européennes, là où il y a des pics de pollution, parce qu'il y a beaucoup de trafic automobile, beaucoup de densité de population. Et ici, à droite, c'est la même chose, mais pendant le confinement. Et donc, on voit qu'on a des niveaux de pollution qui baissent à peu près de 40 à 50% selon les villes. Et donc, enlever le trafic automobile, on enlève la principale source de pollution pour le NO2. C'était intéressant. Alors, un peu plus difficile à faire, mais tout aussi intéressant. Il y a non seulement les voitures qui émettent du NO2, mais il y a aussi les bateaux. Et donc, ce que je vais vous montrer là, en fait, ici, c'est une image visible en fait, de la trajectoire des bateaux. Donc, on a juste tracé les trajectoires des bateaux, mais je vais vous montrer ce qu'on voit avec le satellite. Et je vous le montre dans un cas particulier. En fait, à partir de... vous devez connaître ça parce que c'est beaucoup dans les nouvelles. À partir de l'automne 2023, il y a les rebelles Houthis qui sont liés à l'Iran, etc., qui contrôlent complètement cet espace-là dans la mer Rouge. Et donc, le trafic de bateaux qui passe et qui va depuis l'Europe, en fait, jusqu'en Asie, etc., qui passait par là, s'est dévié pour ne pas être attaqué par les pirates, en fait. Ça a conduit en fait, des industries à être à l'arrêt, puisque du coup, il y avait un problème d'alimentation des chaînes, notamment pour les voitures. On a ici Tesla en Allemagne et Volvo en Belgique, qui ont été à l'arrêt pendant tout un temps. Et alors, nous, on a regardé ce que ça donnait sur les images satellites. Et alors, je vous explique d'abord comment on fait, parce qu'il faut quand même un peu... c'est un tout petit signal par rapport au signal des voitures, et donc il faut un petit peu optimiser les couleurs qu'on utilise, etc. Ça, c'est une carte générale qu'on obtient quand on regarde le NO2 vu depuis l'espace, et vous y retrouvez en fait les choses que je vous ai déjà expliquées. Dans toutes les capitales européennes, il y a beaucoup de trafic, donc on voit du NO2. Les feux qui sont importants dégagent du NO2 aussi, et les grandes industries, ici par exemple, c'est un complexe industriel. Et ce qu'on va essayer de regarder là, c'est pas ce qu'il y a sur Terre, c'est ce qu'il y a sur mer.
Et donc la première chose qu'on fait, c'est on sature complètement l'échelle de couleurs, ce que je vous montre là. Hop. Comme ça, on essaie de voir les petites choses. Et après, on va enlever les terres, parce que sinon, on ne voit plus rien du tout. Et ce qu'on va essayer de regarder, c'est les trajets des bateaux. Donc ici, il y en a un qui est facile à voir, par exemple. Tac, tac, ici. Et je vais vous montrer comment le trajet des bateaux... Alors là, il faut de bons yeux et vous allez devoir essayer de deviner ce qu'il y a comme tracé. Je vais vous montrer comment ça a changé suite à ces attaques de pirates. Donc en gros, la plupart des bateaux passaient plus par la mer Rouge et font le tour de l'Afrique en fait pour aller vers l'Asie. Et donc ce qu'on va voir, c'est à la fois ce trafic-là qui diminue et à la fois ce trafic-là qui augmente. C'est un petit signal, hein, mais je vous ai... Et donc voilà ma carte et je mets une petite flèche là où vous allez devoir regarder. Vous allez regarder le trafic en Méditerranée d'abord, puis le trafic dans la mer Rouge et puis le trafic autour de l'Afrique. Okay ? Alors je vous montre ça. Ça, c'est la même carte. Et je vous montre la carte suivante. Et je vais faire... donc, regardez le trafic en Méditerranée, en fait, qui... Alors là, c'est... Par exemple, le trafic en mer Rouge, on voit bien qu'il a quasi disparu, ici. Et regardez le trafic autour de l'Afrique. Ici, on voit quasi rien là. Et quand je fais mon autre carte, on voit, en fait... Oups. On voit les bateaux qui apparaissent, en fait. Alors, faut le faire comme ça. Après, j'ai les petits zooms, si vous voulez. Là, par exemple, un petit zoom sur la mer Rouge. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup moins de trafic quand il y a ces rebelles qui attaquent. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Alors, sur le polluant qui a le plus diminué, en fait, c'est le SO2. Et ça, c'est parce qu'il y a de moins en moins de charbon qui est brûlé, et heureusement. Ici, pour obtenir cette carte, on a moyenné 10 ans d'observation satellite. Donc, on voit bien encore qu'il y a énormément d'émissions qui viennent de Chine. Il y a quand même encore beaucoup de charbon qui est brûlé en Chine. Vous voyez les vents qui transportent tout ça. Donc, les vents dominants, ils font le tour de la Terre en partant de Chine, en atteignant les côtes des États-Unis. Vous voyez l'industrie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui émet beaucoup de SO2, beaucoup de NO2. Ici, il y en a une autre, etc. Et donc là, je vais vous parler d'une ville en particulier. Je vais utiliser le pointeur parce que là, je suis trop petite. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Ça, c'est une des villes les plus polluées du monde. Elle s'appelle Norilsk. C'est au nord de la Russie. Et cette ville, c'est une ville d'extraction de minerais. J'ai une petite photo là. Hop. Donc, c'est une ville où il ne fait pas bon vivre. Ne déménagez pas à Norilsk. Et il y a d'autres régions du monde, en fait, si vous vous rappelez, dans les années 70-80, par là, on parlait beaucoup des pluies acides, dans les pays de l'Est notamment. Et ça, c'est un problème qui est quasi résolu, en tout cas en Europe, puisqu'il n'y a plus beaucoup, c'était beaucoup lié justement à cette pollution en SO2 qui chargeait l'air en particules sulfatées et qui endommageait les arbres. Et pour vous convaincre, je vous montre ici la statistique d'émissions de SO2 dans le monde. Et vous voyez que en fait, c'est en train de s'écrouler parce qu'il y a de moins en moins de charbon. C'est de plus en plus remplacé par d'autres énergies qui sont moins émettrices de SO2, notamment en Europe, mais même en Asie. Vous voyez que les émissions de SO2 sont en train de s'écrouler. Peut-être juste un petit zoom sur l'Inde et la Chine. C'est ce que je vous avais dit. La Chine est en train de mettre en place des mesures, l'Inde pas encore, et donc l'Inde a rattrapé la Chine en termes de pollution de SO2. Alors, je fais une petite transition vers ma molécule préférée, l'ammoniac. Donc ça, c'est un polluant qui est directement lié aux engrais et à l'élevage. Je vais vous montrer d'où il vient. Et donc ici, c'était vraiment la meilleure, ça c'est toujours, vous reconnaissez l'observation du satellite. Et la meilleure surprise qu'on a eue, c'était au début, quand on a conçu l'instrument, en fait, il était conçu pour mesurer 8 molécules, celles qui sont indiquées là. Mais ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire que ici, vous avez par exemple une idée du bruit de l'instrument, eh bien, il est tellement bon que quand on accumule les données pendant longtemps pour essayer justement d'améliorer le signal, eh bien, on voit des petits signaux, c'est ce que je vais vous montrer là, voilà, par exemple, les petites pics que vous voyez en rouge, en fait, c'est des signatures de l'ammoniac. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir mesurer depuis l'espace. Donc, au début, on n'a même pas compris ce que c'était. Et puis, on a obtenu une carte comme celle-là. Et c'était bizarre parce que d'habitude, ce qu'on voit, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le NO2, on voit bien les grandes villes, les capitales. Et là, ce n'est pas les grandes villes qui sortent, en fait. Donc, Paris, on ne voit pas. Madrid, on ne voit pas. Mais on voit, par exemple, les Pays-Bas. On voit le delta du Nil. On voit la vallée du Pô. Et quand on a
travaillé là-dessus et beaucoup réfléchi. On s'est dit, OK, c'est autre chose, c'est une autre molécule. Et en fait, c'est directement lié à l'agriculture et à l'élevage. On voit beaucoup la vallée du Pô parce qu'il y a les Alpes ici qui coincent la pollution. Delta du Nil, énormément de culture et d'élevage. Pays-Bas, les tulipes, etc. Et donc ça, c'est la première fois qu'on pouvait mesurer un composé qu'il n'y avait aucune mesure qui existait depuis l'espace. Et c'est un polluant important. Alors on a fait des publications avec ça. C'était vraiment le plus gros truc qu'on ait trouvé depuis que la mission YASI a été lancée. Je vous montre déjà d'où il vient cet ammoniac. Alors, ça, c'est une usine d'engrais. Après, l'engrais est transporté et il va servir à l'épandage dans les champs pour faire pousser les cultures plus vite, mieux, etc. Et une partie de ce qui est produit va servir à nourrir les animaux. Et cet ammoniac va se retrouver en fait dans les estomacs des ruminants ou des cochons, etc. Et se retrouver dans le purin, dans les urines et tout. Et après, il va se transformer en particules. Donc, quand il y a des épisodes de pollution et que la Tour Eiffel ressemble à ça, c'est toujours parce qu'il y a des épandages d'engrais dans les champs autour. Ça va se retrouver ici dans l'eau, ça va induire des problèmes d'algues, etc. dans l'eau. Donc, l'ammoniac, c'est vraiment un polluant important et qu'on connaissait très mal parce qu'il y a beaucoup moins de mesures au sol que dans d'autres polluants. Et donc, on a travaillé, en fait, là, les petits dessins des gens que je vous ai montrés dans l'équipe, il y a à peu près un tiers de l'équipe qui travaille sur l'ammoniac parce que c'est vraiment celui que d'autres instruments n'arrivent pas à mesurer. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut améliorer les données. Et donc, sur l'image, la première image que vous avez là, c'est chaque petit point correspond à une mesure de l'instrument. Ça, c'est un jour d'observation. On va faire un zoom sur le delta du Nil et vous allez voir ce que ça donne quand on accumule les observations. Ça, c'est une semaine. Ça, c'est un mois d'observation. Ça, c'est une année d'observation. Et ça, c'est 10 ans d'observation. Chaque endroit que vous voyez en rouge, ça veut dire qu'il y a énormément d'ammoniac, mais chaque petit point en jaune, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a de l'élevage ou des cultures, en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne savait pas faire avant et qu'on peut bien faire maintenant. Alors, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens de l'équipe qui travaillent là-dessus. Et donc, il y a un gars qui a fait ça, qui a moyenné les données, mais de manière, en regardant chaque endroit du globe. Comment il fait? Il regarde partout où c'est des concentrations intenses d'ammoniac qui sont représentées ici en rouge, et il zoome avec Google Earth et il essaie de comprendre pourquoi il y a de l'ammoniac à cet endroit-là. Et donc, il a fait ça partout autour donc 400 endroits où c'est rouge, sachant qu'il y a des grandes zones où c'est rouge. Regardez ici, par exemple, le long de l'Himalaya. L'Himalaya coince la pollution et donc toute cette zone-là est complètement polluée en permanence. Donc, en dessous de chaque endroit où il y a un point, si on zoome en dessous avec Google Earth, on a une explication de pourquoi il y a de l'ammoniac à cet endroit-là. Alors, je vais vous en montrer 3. Je vais montrer 3 zooms. Alors, je n'ai pas fait un film ici, mais je vais vous montrer des petites photos. Il y en a un, c'est... Je vais prendre mon pointeur. C'est un de ces petits points-là qui est à la frontière entre le Colorado et celui-là, je crois, voilà. Entre le Wyoming et le Colorado. Il y en a un quelque part en Ouzbékistan et il y en a un, vous allez voir, au large de l'Afrique. Alors, je commence par celui qui est dans le Wyoming. Et donc, voilà mon petit point. Donc, on va essayer de zoomer sur ce petit point rouge là au milieu. Alors, on fait un zoom. Après, je vais changer un peu l'échelle de couleur parce qu'on veut essayer de voir ce qu'il y a en dessous, en fait. On zoome encore. Et ce que c'est des centaines et des centaines de vaches qui sont élevées là. Alors, et un autre exemple, donc mon point en Ouzbékistan, ici, un des points rouges là. On fait un zoom aussi, on change l'échelle de couleur à nouveau. Et ce qu'on observe ici, c'est un gigantesque complexe qui est destiné à la production d'engrais, en fait. Et donc, il a fait ça sur les 400 endroits où on a des petits points rouges. Il y a un seul endroit, en fait, où on ne trouvait pas d'explication. C'est resté un mystère pendant 2 ans. Donc, cet endroit-là, quand on zoomait, où est-ce qu'il est? Quelque part au large, je vais faire l'image suivante. Voilà, une île qui est au large de la Tanzanie. Quand on zoomait, on voyait une île en dessous et on ne comprenait pas pourquoi il y avait de l'ammoniac là. Vraiment, 2 ans de recherche et on a fini par comprendre. Ce sont des flamants roses qui viennent. Et c'est les déjections des flamants roses. Donc, il y a des milliers de flamants roses qui viennent pour faire leurs petits, je pense. Et c'est ça qu'on voit après.
Donc, si vous voulez vous amuser vous-même à essayer de voir toutes les sources, le truc est en ligne, l'adresse est là. Vous pouvez aller zoomer vous-même sur toutes les sources. Alors, il a fait le boulot, hein, donc vous avez les petits codes là, avec chaque fois, si c'est lié à des industries d'engrais, si c'est lié à des usines, etc. Tous les endroits du globe, comme ça, sont répertoriés. Et on peut zoomer, hein, c'est une carte, c'est un truc Google Earth, donc on peut zoomer. Alors, je termine mon petit tour d'horizon par un petit mystère. Donc, quand je fais des conférences comme celle-ci pendant un moment, peut-être 3 ans, je terminais par mon petit mystère en disant si vous avez une idée, vous me le dites. Mais là, maintenant, le petit mystère est résolu, donc je vais vous donner la solution directement. Mais c'est quand même c'est pour vous montrer comme c'est amusant de faire de la recherche et le genre de trucs sur quoi on travaille avant de comprendre pendant un moment. Donc, il y a une des personnes qui travaille avec moi qui travaille sur l'éthylène. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais ce n'est pas vraiment un polluant, c'est juste pour vous montrer la complexité. L'éthylène, c'est C2H4, sa formule chimique, et c'est lié à l'industrie chimique. Donc, ce n'est pas vraiment un polluant parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais il y a des endroits dans le monde, ici par exemple, je crois qu'on est en Arabie Saoudite, il y a des endroits où quand on zoome, on voit vraiment en fait des zones où il y en a plus que ce qu'il faudrait. Et alors, la personne qui travaille là-dessus a essayé de faire des statistiques, d'essayer de comprendre d'où ça venait. Alors, il faut savoir que c'est présent dans les feux aussi. Donc, on le voit très souvent dans les feux. Et c'est pour ça que cette image-là, je l'ai mise pour me rappeler que je devais vous dire que dans les feux en Australie, on en a vu beaucoup. Et donc, ce qu'il a fait, c'est, il a essayé de regarder partout où on en voyait. Et donc, il a identifié les feux, là. Il a aussi identifié les industries qui ne sont pas indiquées là. Et chaque fois que vous avez les petites lignes avec des pointillés rouges, là, c'est des concentrations importantes où on n'a pas trouvé de raison. Alors après, il peut voir où elles sont. Et c'est systématique. Chaque ligne rouge, là, les concentrations sont sur la frontière Iran-Irak. Mais ça bouge, en fait. Et donc ça nous a perturbé depuis le début, le fait que ces petits points bougent, ces concentrations importantes. Alors, quand je disais ça aux conférences, les gens me disaient « Ah, c'est peut-être des armes ou des trucs, des attaques ou des trucs. » On a cherché, on n'a pas compris, on a cherché dans les nouvelles et tout ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un qui ait eu une bonne idée, que je regrette de ne pas avoir eu, mais ce n'est pas moi qui l'ai eu. En fait, il y a un pipeline qui a été construit le long de la frontière Iran-Irak, qui fait 2000 km. Son dessin est ici. Et il a été construit pour justement servir toutes les industries pétrochimiques, etc. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des fuites le long de ce pipeline. Donc, alors, j'ai essayé d'aller... C'est très difficile de trouver les informations sur Internet des fuites, etc. Donc, parfois, c'est des petits tremblements de terre. Parfois, c'est du sabotage. Parfois, c'est des inondations. Par exemple, là, c'était une inondation, etc. Et donc, nous, ce qu'on voit maintenant, on essaie de tracer sur la même carte les fuites qui sont là. Donc, ça, c'est des fuites de C2H4. Et pourquoi ça bouge ? Parce que nous, le satellite, il passe 2 fois par jour au même endroit. Et donc, selon les vents, parfois, on voyait à gauche du pipeline, parfois à droite. Vous avez là, le pipeline est en vert, là, et vous avez les fuites qui sont dessus. Et donc, ça bouge à chaque fois, mais c'est grand, hein, ça, c'est 2000 km. Donc voilà, le petit mystère est résolu. Alors, je vais faire une petite conclusion et après, je vais juste montrer 2-3 slides sur quelque chose que je voulais vous expliquer encore, que je trouvais important de comprendre. Donc là, ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, c'est que la pollution, ça reste un problème de santé publique important, puisque il ne faudrait pas qu'on soit confronté à la pollution, que les pays industrialisés disposent maintenant de réseaux de mesure importants, soit basés au sol, soit de surveillance par satellite. La surveillance par satellite aide beaucoup parce que chaque pays sait que maintenant, on peut surveiller les voisins aussi. Donc, on peut très bien surveiller ce qui se passe au-dessus de la Chine, mais la Chine peut très bien surveiller ce qui se passe chez nous aussi. En général, la pollution diminue, surtout les particules et surtout les NO2, et qui sont les plus impactantes, donc tant mieux. Pas partout. L'Inde en particulier, ça ne diminue pas du tout. L'ozone et l'ammoniac continuent à être préoccupants. L'ozone, en fait, comme c'est un polluant secondaire, on a du mal à le faire diminuer. Et donc ça, il faut continuer à surveiller et à s'en préoccuper. Et la pollution voyage. Alors, la chose par quoi je voulais terminer, c'est... Je vous ai beaucoup parlé des polluants, je ne vous ai pas parlé des gaz à effet de serre, c'est encore différent. Alors, juste avant ça, parce que j'ai vu que j'ai encore mis une slide ici que j'avais oubliée, je vous avais dit que je vous dirais en fait quels sont les nouveaux seuils émis par l'Europe. Et vous avez là, ici pour les particules, ici pour le NO2, ici pour l'ozone.
le nombre de jours où on peut dépasser les seuils. Et ça, c'est les réglementations européennes. Regardez, ça, c'est en 2030. Donc, ça va continuer à baisser parce qu'en fait, si les pays qui ne baissent pas sont obligés de payer des amendes à l'Europe. Et donc, ils essayent de mettre en œuvre des solutions. Je vais juste vous expliquer un truc sur les gaz à effet de serre parce que je pense que c'est important que vous compreniez ça. Les polluants, c'est quoi? C'est des gaz qui ont un impact sur la santé. C'est très local et ça voyage assez peu. Je vous ai montré l'exemple de celui qui voyage le plus, c'est le monoxyde de carbone, parce qu'il reste plusieurs semaines dans l'atmosphère, donc il a le temps de faire un petit tour de la Terre. Voilà, c'est ici un petit tour de la Terre dans le sens voilà, d'aller de Chine aux États-Unis, etc. Si on prend des gaz qui restent plus longtemps dans l'atmosphère, le CO2, par exemple, qui n'est pas vraiment un polluant, parce que, par exemple, les concentrations de CO2 qu'il y a dans l'air, vous pouvez les respirer sans problème. Par contre, lui, il reste très longtemps dans l'atmosphère. Et ça, c'est un slide que je montre à mes étudiants. Donc, pour faire passer d'un hémisphère à l'autre, c'est difficile parce que la barrière de l'équateur, c'est vraiment une barrière difficile à franchir pour les gaz. Et donc, ça prend à peu près 1 an. Donc, les polluants, ils restent dans leur hémisphère, ils restent au-dessus des villes. Parfois, ils vont dans le pays voisin, mais ils restent locaux. Les gaz à effet de serre, comme le méthane ou le CO2, ils vont passer dans l'autre hémisphère. Et donc, si on regarde, vous allez voir où je veux en venir, si on regarde les augmentations de température qu'on voit actuellement, eh bien, en fait, vous savez tous que la mer se réchauffe moins vite que la Terre. Hein. Si vous allez en Bretagne et que le temps change du jour au lendemain, mais si vous allez dans la mer, elle continue à avoir la même température que la veille, alors que l'air est plus frais. Plus on va vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud, plus ça se réchauffe vite. La Russie, par exemple, la Sibérie en particulier, l'Alaska, etc., se réchauffe très, très vite. Pourquoi je vous montre cette carte? Parce qu'il y a un phénomène très intéressant. L'Inde, ici, ne se réchauffe pas. En fait, elle a plutôt tendance à se refroidir, alors que partout ailleurs, on voit des augmentations de température. Et pourquoi elle ne se réchauffe pas? Ça, c'est une slide qui vient des cours, comme ça vous voyez ce que je vois. Eh bien, parce que voilà toutes les causes, je suis en train de les allumer toutes, pour expliquer le réchauffement. Et en fait, quand on a des particules dans l'air, ça empêche les rayons du soleil d'atteindre la surface de la Terre. Et donc en Inde, il y a tellement de pollution qu'en fait, ça fait une sorte de barrière aux rayons du soleil. Et c'est ça qui fait que si on compare l'Inde et la Chine... je vais dans le mauvais sens... L'Inde et la Chine, bien, comme je vous disais, en fait, la Chine a adopté des mesures et il y a de moins en moins de polluants. Donc, elle est en train de commencer à se réchauffer, pas tout à fait aussi vite que l'Europe, mais de plus en plus vite. Et l'Inde continue à ne pas se réchauffer à cause de la pollution, en fait. Et voilà, ça termine ce que je voulais vous raconter. Juste si vous avez des questions ou quoi, vous ne devez pas hésiter à m'écrire à cette adresse-là. Vous pouvez juste taper Cathy Clerbeau sur Google, vous allez me trouver, en fait. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je regarde le temps. Je pense que je suis bonne. Ça va. Merci. La session de questions, peut-être? Oui, donc on va passer à la séance de questions. Donc toutes questions sont les bienvenues, même les plus simples, jusqu'aux plus compliquées, puisque nous avons la chance d'avoir une conférencière qui connaît particulièrement le problème. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre présentation, pour la communication qui est faite, parce que ce n'est pas souvent fait, je trouve. Et pas assez fait, notamment on se doute que par rapport au lobby, ça... Vous pouvez parler un peu plus fort, en fait, parce que je ne comprends pas ce que vous dites. Excusez-moi, ouais. Oui, je préfère... Là, ça va mieux, là? Oui. Merci pour votre présentation qui fait de la communication qui, de mon sens, n'est pas assez faite. Moi, la question elle est très courte, c'est pourquoi les agences locales de mesure de pollution de l'air n'utilisent pas toutes aujourd'hui les données satellitaires? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Donc, je pense elles commencent à le faire. En tout cas, il y a des molécules. L'ozone, ils sont obligés de le faire, par exemple, parce que sinon, leurs prévisions ne sont pas bonnes. Je pense que souvent, ils se contentent des mesures locales.
Ce qui marche assez bien dans nos pays parce qu'il y a beaucoup de mesures locales, ce qui marche très mal dans des pays où il n'y en a pas. Et il y a des pays où il n'y a pas du tout de mesures locales, mais je crois qu'il ferait bien d'utiliser un peu plus parce qu'ils auraient des meilleures prévisions s'ils utilisaient les... Parce que parfois, comme la pollution est transportée aussi des pays voisins, ben, on voit mieux avec le satellite. Donc je pense que c'est... voilà, ils commencent à le faire, mais voilà, ça demande plus de capacité de calcul, etc. Donc, mais c'est une bonne question. Oui, bonjour, merci pour la clarté de votre exposé. Moi, j'ai une question toute bête. Vous dites que l'Inde se réchauffe moins, enfin, se réchauffe pas, mais comment on explique les températures? On n'arrête pas de dire aux infos qu'il n'a jamais fait aussi chaud en Inde. Ils ont eu des températures abominables l'été dernier. Donc, comment on explique ça? Parce que ma carte, c'est en moyenne sur toute l'année. Donc, en moyenne sur toute l'année, l'Inde se réchauffe moins vite. Ça n'empêche pas qu'il y ait des pics de température élevés. Donc, ils sont à des latitudes où les températures sont très élevées. Et donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'en moyenne, les températures se réchauffent pas qu'il n'y a pas des pics où il y a des canicules pendant plusieurs jours. Et donc, en fait, ce que je pourrais faire pour regarder, c'est regarder le nombre de jours où il y a des pics de chaleur. Et de voir que... Oui, je pense aussi que ça augmente, en fait. Les périodes de canicule augmentent. Mais en moyenne, sur toute l'année, ça n'augmente pas. Donc ça, je comprends bien. Donc est-ce que ça veut dire que quand il y a des canicules abominables en Inde, est-ce que donc il y aurait une corrélation avec le fait que ces jours-là, il y a moins de pollution? Puisque vous dites que la pollution empêche les rayons du soleil de passer. Alors... Oui, probablement, parce que c'est la pollution en particules qui empêche le plus les rayons du soleil de passer. Et comme ça se produit quand il fait au printemps ou en été, oui, probablement qu'il y a moins de particules à ce moment-là, oui. Merci. Voilà, j'ai deux petites questions. La slide avec le SO2 que vous avez passée, si vous pouviez la remettre. Oui. J'ai été interpellée, mais peut-être que la dernière explique celle-ci, parce qu'on ne voit rien sur l'Inde à ce moment-là. Et... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Voilà. Pourquoi? Alors, parce que je pense que bon, d'abord, on ne voit pas tout à fait rien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Parce que je pense que la pollution qu'il y a en Inde, c'est pas lié au charbon, c'est plus lié... c'est celle-là, cette pollution-là, en fait, c'est lié aux épandages d'engrais, etc. Et donc, on va mettre la carte des polluants épandages. Vous allez voir que... Voilà, c'est ça, en fait, qu'on voit. C'est des particules avec des nitrates. Et donc, c'est beaucoup lié à l'agriculture et à l'élevage, cette pollution-là, en fait. Quand il y a donc l'image que j'avais montrée à New Delhi, là, c'est vraiment la pollution qui vient soit du brûlage de la biomasse et qui vient se rajouter sur un fond de pollution en continu qui vient de l'élevage et de l'agriculture. Donc, c'est pas comme en Chine le charbon, c'est plus des particules qui viennent de l'élevage, de l'agriculture et du brûlage des déchets des végétaux. Et ma deuxième question, c'est, vous n'avez pas abordé la pollution due aux éruptions volcaniques. Alors peut-être que c'est un événement qui passe et qui n'est pas mesurable, je ne sais pas. En tout cas, vous avez parlé de monnaie. On sait qu'au début du 19e siècle, il y a eu l'année sans été, que Turner a bien... Oui, tout à fait. C'est marrant que vous parliez de ça, oui. Voilà. Alors, mais la carte que j'ai montrée... celle-là du SO2. J'ai exactement la même avec les éruptions volcaniques, et donc qui est différente, mais je devais cibler sur la pollution locale, et les éruptions volcaniques, là, ça perturbe en fait l'air haut dans l'atmosphère, donc c'est pas vraiment l'air qu'on respire. Et donc, mais le SO2 qui est émis par les volcans, il donne des cartes un peu comme celle-là, mais qui sont vraiment ciblées sur les volcans. Et donc ce que vous dites effectivement de l'année sans été, c'est le même phénomène. Ça fait un écran aux rayons du soleil. Il y a les cultures qui ont été affectées. Les rendements agricoles ont été très très mauvais. Il y a eu des famines en Europe, etc. suite à ce volcan Tambora. Et donc je devais faire des choix dans ce que je vous montrais. Donc j'ai fait le choix de ne pas vous montrer les volcans parce que ça n'affecte pas directement la qualité de l'air qu'on respire. Bonjour, merci pour votre très belle présentation. Oui. Au vu donc des résultats que vous avez, de toutes les études que vous faites, finalement vous êtes
on a l'impression que vous pouvez tout voir. Et j'ai une question qui est celle-ci. Au vu des résultats que vous avez, par exemple, sur le pipeline entre l'Iran et l'Irak, et que vous avez diagnostiqué les fuites de ce pipeline, quelles qu'en soient les causes, que ce soit des causes criminelles ou des causes naturelles, et que vous avez cette information, qui est une information cruciale, comment vous transmettez et à qui vous transmettez ce genre d'informations? C'est une très bonne question, et en fait, vous n'êtes pas la première à me le poser. Alors, en fait, quelque part, c'est pas mon boulot, et en plus, je sais pas à qui transmettre cette info. Mais alors, pour tout vous dire, on a quand même essayé de comprendre d'où venaient ces fuites. C'est horriblement difficile de s'y retrouver dans la presse locale, etc. Ils en parlent très peu. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien, quelque part, avoir un contact avec un chercheur là-bas, parce que si c'est un chercheur, on va parler le même langage et parler des mêmes choses. Mais j'en ai pas, en fait. Et donc, je sais pas à qui m'adresser. Enfin, je me vois mal écrire à un quelconque ministre en disant bonjour, j'ai découvert qu'il y a des fuites de... Enfin, je ne sais pas comment m'y prendre, honnêtement. Et donc, mais vous avez complètement raison, en fait. Je ne peux même pas vous dire s'ils sont au courant de leur fuite ou pas, en fait. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et du coup, la deuxième question qui découle de la première, c'est que par rapport à ce qu'on lit sur les modifications du climat, les publications scientifiques et tout ce qui est publié par le GIEC, quels sont vos processus de communication entre vous, votre centre de recherche et d'autres institutions qui sont là pour un petit peu légiférer, parce que le but aussi, c'est de faire progresser les pratiques des uns et des autres. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est que vous avez des données qui sont hyper importantes, qui sont vitales, et comment vos données vitales vont être distribuées aux bonnes personnes pour qu'il y ait des actions bénéfiques. Alors, je vais répondre en 2 temps. Si c'est pour la France, c'est facile parce qu'on est connecté aux agences de qualité de l'air. Donc, ça rejoint un peu la question de monsieur, là. On est connecté, donc par exemple, moi je suis à Paris, on est connecté à Air Paris, etc. Donc, on essaie de voir comment ils peuvent utiliser nos données au mieux. Les autres pays, c'est plus compliqué. Par contre, comme on fonctionne en tant que chercheur, on met nos résultats dans des publications scientifiques. Donc, celle sur les fuites du pipeline, on ne l'a pas encore publiée, mais dans 1 an, il y aura une publication scientifique qui décrira ça. Et on espère que les chercheurs des autres pays vont lire ces publications scientifiques. Vous parliez des rapports du GIEC, c'est à ça que ça sert le GIEC. Il n'y a rien, quelque part dans chaque rapport du GIEC, il n'y a rien de nouveau, mais le boulot des auteurs des rapports du GIEC, c'est d'aller voir les publications scientifiques des 5 années précédentes, et de voir tout ce qui a été fait pour la mesure des gaz à effet de serre, les variations de température, etc. Donc nous, on fait ça. On fait la partie du job, c'est-à-dire qu'on va publier nos cartes, publier les explications de pourquoi on voit des pics, etc., en espérant qu'il y ait des chercheurs dans les pays concernés qui vont s'emparer des trucs. Mais c'est vrai que le lien direct vers le pays et les décideurs des pays, à part en France ou en Europe, on va dire, on les a pas, quoi. Donc, mais on se sert pour ça des publications scientifiques. Et il y a des revues spécialisées pour chaque problématique. Donc, il y a des revues qui s'occupent en particulier de pollution. Par exemple, on va publier là-dedans. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Et par rapport à des solutions, est-ce que vous auriez des pistes à proposer? Alors là, pas mon travail non plus. Moi, je suis en train de faire des constats. Et les solutions, par exemple, en France, c'est l'Europe qui impose les solutions. C'est-à-dire l'Europe dit à chaque pays, vous vous débrouillez, mais vous faites baisser le nombre de jours où vos populations respirent de l'air pollué. Et donc... les solutions, c'est pas mon travail. En fait, moi, je conçois des instruments qui volent à bas de satellites pour mesurer les polluants, mais les solutions, c'est pas à moi de les trouver. En fait, chacun son boulot. C'est pas moi de les trouver. Ça, c'est aux décideurs et aux politiques de mettre en œuvre des solutions. On fait des constats, on fait de la vulgarisation scientifique, on voit les agences de qualité de l'air qui sont un peu les relais entre les décideurs et nous. À l'inverse, si je prends ce qui se passe maintenant aux États-Unis, ils sont en train de démanteler des réseaux d'observation. Par exemple, le truc qui s'appelle EPA, c'est l'agence de qualité de l'air américaine. Ils sont en train de la démanteler. Donc,
quelque part, les mesures américaines, des instruments qui ressemblent à celui sur lequel je travaille, eh bien, peut-être qu'elles n'existeront plus dans un an, parce qu'il n'y aura plus de chercheurs pour analyser ces données-là, par exemple. Donc voilà, mais mon travail à moi, c'est de faire des constats et des cartes comme celle que je vous ai montrée là. Bonjour, oui. Donc, merci encore pour cette présentation très claire. Une question, on a eu des cartes sur les bateaux. Effectivement, elles sont très, très claires. Et je me posais la question, surtout à Toulouse, là, si vous avez quelque chose sur les avions. Alors, comme j'ai un peu adapté la présentation que j'avais faite ailleurs sur Toulouse, j'ai déjà eu cette question sur d'autres villes et je ne savais pas répondre, mais maintenant, je sais répondre parce que j'ai déjà eu une fois. Et donc, en fait, l'impact de Blagnac est ridicule par rapport à l'impact de la rocade, par exemple. Donc, j'ai lu ça tout à l'heure. Il faudrait creuser un peu, mais je regarde parce que les avions eux-mêmes, ils brûlent du gaz, mais ils balancent pas mal de gaz haut dans l'atmosphère, en fait, et pas tellement au niveau de l'air. Donc, c'est juste au décollage et à l'atterrissage. Donc, par rapport aux camions qui transitent, etc., c'est très faible. En fait, je cherche ma carte de... Donc, en récupérant cette carte-là, si vous allez voir, vous allez retrouver... Oups, où est-ce qu'elle est? Là, je suis encore au-dessus. La carte avec la rocade, là, qu'on voyait. Oh là là, c'est tout au début de mon truc. Oui. Oui, je crois que je vais faire comme ça. Eh bien, si vous cherchez cette carte-là sur Internet, vous allez voir qu'il y a tout un blabla de Atmo Occitanie et qui dit qu'en fait l'aéroport, ouais, c'est là, qui dit que l'aéroport est assez peu impactant en fait par rapport à toute cette rocade-là. Bonjour, j'avais une question. On parle beaucoup des satellites qui ne sont plus en service, etc., et de toute la pollution qu'il y a de plus en plus au niveau satellitaire autour de la planète. Est-ce que c'est quelque chose où vous voyez déjà des impacts ou à long terme au niveau récolte de données, etc., où ça impacterait vos recherches? Alors, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, donc c'est vrai que c'est un sujet à la mode et qui ont... Voilà, il y a 10 ans qu'on n'a pas vraiment vu venir, je vais dire. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème des débris qu'avant, quand il y avait des satellites qui ne fonctionnaient plus, on les laissait sur leur orbite. Donc, si on ne corrige plus l'orbite, ils descendent petit à petit et finissent par brûler dans l'atmosphère et ça fait des déchets partout en brûlant. Maintenant, les nouveaux satellites, ils sont obligés de penser quand on les désorbite, etc., ils sont obligés, dans le plan de lancement, d'inclure ça. Donc, on réfléchit plus à ça. Mais il y en a tellement qui volent actuellement et qui n'ont pas été traités que c'est un vrai problème, les débris. Et puis, un autre sujet, c'est tout ce qui est Starlink, parce que ça fait une sorte de pollution en permanence. Et il y a des satellites qui sont impactés par la présence de ces Starlink. En fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc là, ça sort quand même un peu de mes compétences, mais j'ai des collègues proches qui travaillent sur ce truc-là. Et comme je vous disais, il y a quelques années, on n'aurait même pas pensé à travailler là-dessus, et c'est devenu un vrai sujet de recherche, en fait. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que le fait qu'il y ait une baisse de pollution, ça va réduire le réchauffement climatique, ou il n'y a pas de rapport? Parce que Oui, très bonne question. Je m'attendais bien à la voir en montrant la dernière. Donc, le fait qu'on baisse la pollution, ça augmente un peu le réchauffement climatique. Ceci dit, la pollution, c'est tellement mauvais pour la santé qu'une fois que vous l'avez enlevée, en fait, c'est un one shot. Une fois qu'il n'y a plus de pollution, eh bien, le réchauffement climatique est ce qu'il est. Si on veut limiter le réchauffement climatique, et il y a des gens qui pensent à ça, on pourrait balancer artificiellement, ça s'appelle la géo-ingénierie, on pourrait balancer artificiellement des particules dans l'atmosphère. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça. Il y a un gars qui a fait beaucoup parler de lui il y a 2 ans dans la presse en disant donnez-moi $10 et je vais balancer un ballon avec du soufre qui va faire un peu comme les volcans, qui va faire une petite couverture de SO2. Mais il faudrait en balancer tellement que ça n'a pas beaucoup de sens en fait de faire ça. Et donc oui, en fait, c'est un truc un peu bizarre, mais qu'on doit assumer, c'est de dire, si on enlève la pollution, le réchauffement va aller un peu plus vite. Par contre, on enlève quelque chose qui impacte directement sur la santé. Donc voilà, je crois qu'il vaut mieux enlever la pollution et ça, on va tous prendre 2 dixièmes de degré en plus parce qu'il y aura moins de pollution, mais au moins, ça affectera moins la santé des gens. D'accord.
Et du coup, ce qui fait augmenter la température, c'est juste le CO2 ou il y a d'autres choses? Le CO2, tous les gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le N2O, tous les gaz qui restent longtemps dans l'atmosphère et qui absorbent la radiation infrarouge. CO2, méthane, N2O, les CFC, l'ozone. Voilà, tout cité. C'est tous ceux qui sont émis par les activités humaines qui brûlent du pétrole, du gaz et du charbon. Donc, en fait, la réponse aussi pour compléter, quand on passe à des énergies plus propres, on enlève à la fois la pollution et on diminue le réchauffement aussi parce que ces gaz qui brûlent, pétrole, charbon et gaz, émettent à la fois des polluants et à la fois des gaz à effet de serre. Donc si on enlève certaines sources de polluants en brûlant plus du charbon, par exemple, on enlève les deux problèmes à la fois parce qu'il y a moins de pollution, mais il y a moins de gaz à effet de serre aussi. J'avais deux questions relatives au méthane. Il y a effectivement la culture du riz telle qu'elle est pratiquée de façon ancestrale produit des quantités de méthane assez importantes. Est-ce que les pratiques agricoles peuvent évoluer dans le bon sens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à propos de l'ammoniac et des élevages intensifs. L'élevage intensif des bovins, ça produit aussi du méthane. Est-ce qu'il y a des corrélations entre les deux? La dernière question est dure. Donc oui, alors les pratiques d'élevage et d'agriculture peuvent être toutes les deux adaptées pour pour émettre moins d'ammoniac et de méthane. Et donc, je fais une réponse un peu bizarre, mais par exemple, le méthane, Danone a fait des études en disant, OK, je vais donner à mes vaches un autre type d'alimentation étudiée spécialement pour qu'il y ait moins de méthane qui soit émis par les vaches, en fait. Et donc, à un moment, ils ont fait une communication là-dessus, sur le fait qu'ils donnaient à manger des aliments qui... Là, il ne faut pas me demander quels aliments et qu'est-ce qu'ils ont changé, mais les vaches produisaient moins de méthane, en fait. Et donc, de la même façon pour l'ammoniac, il y a des procédés d'épandage d'engrais qui font que ça émet moins d'ammoniac. Donc, je ne sais pas exactement comment ils font, mais je pense qu'ils doivent... la façon dont ils mettent les engrais sur les sols, en fait que ça émet plus ou moins d'engrais. Même les heures de la journée, etc. Parce que plus il fait chaud, plus ça se volatilise rapidement. Et donc, on peut jouer sur ça. Et donc, pour obéir aux réglementations européennes, ça va faire une couche de complexité en plus pour les agriculteurs parce qu'ils vont devoir tenir compte de ça, en fait. J'avais une question. Alors, pour le futur, dans votre domaine de recherche, là, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qu'on va faire? Un paysage idéal? Quels seraient vos souhaits? Donc, alors... Là, c'est la mission satellite sur laquelle on travaille. Donc moi, ça fait toute ma carrière, c'était sur la même mission satellite. Cet été, il y a la mission suivante, et vous la connaissez parce que vous avez travaillé au CNES, qui va être lancée, s'appelle YASI-NG pour New Generation. Et en fait, il va faire donc la recherche, on ne sait pas toujours ce sur quoi on va chercher, mais il va faire des choses, on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas encore, je pense. On va voir mieux, plus précisément et plus bas. Donc, c'est possible qu'on mesure des gaz que, pour l'instant, on ne peut pas mesurer par satellite, qu'on voit, par exemple, depuis le sol, etc. Et donc là, je ne peux pas vous dire déjà ce à quoi je m'attends, parce que je n'ai pas encore les mesures. Donc, on est presque sûr qu'on va voir mieux, on va avoir moins d'erreurs et on va voir plus près du sol. Mais on va sûrement avoir des surprises. Donc là, quand la première a été lancée, on savait qu'on pouvait mesurer le monoxyde de carbone, l'ozone, le méthane. On n'avait aucune idée qu'on pourrait mesurer l'ammoniac et encore moins aucune idée qu'on pourrait mesurer les fuites dans un pipeline qui est en Iran. Et donc, c'est ça la beauté de la vie scientifique, il y a toujours des surprises et j'espère qu'on en aura plein, des surprises. Mais donc, on va crouler sous les données parce qu'on a encore les données de ce satellite-là et on aura des nouvelles données aussi. On va être submergé de données. Ouais. Dans le domaine de la coopération internationale, est-ce que vous partagez vos résultats et vos discussions avec les chercheurs indiens, chinois et éventuellement africains aussi? Alors oui, on fait très attention à ça parce que donc, la mission là, elle a coûté, alors vous allez peut-être me corriger, mais je crois que c'est 350 millions d'euros. Donc extrêmement cher, ça. Hein. Et donc, ça veut dire que chacun, vous avez payé avec vos impôts une partie de cette mission. Et donc, on se sent, comme scientifique, très redevable d'avoir la chance de travailler avec toutes ces données.
Et donc nous, par exemple, toutes les cartes que je vous ai montrées, etc., elles sont en ligne et toutes les données aussi. C'est-à-dire que les gens peuvent refaire des cartes aussi. Et donc tous les chercheurs, qu'ils soient indiens, chinois, etc., peuvent télécharger nos données. Et donc moi, j'ai la première fois qu'ils téléchargent, après plus, mais la toute première fois, ils doivent donner leur nom, leur prénom et d'où ils viennent. Et je peux vous jurer que j'ai tous les jours des téléchargements de Chine, mais tous les jours. Donc les chercheurs chinois, ils bossent sur la pollution, mais alors ils téléchargent plein de données pour faire tout ce que vous voulez, mais sur la pollution, ils bossent. Ça, c'est hyper clair pour moi. Je ne vois pas beaucoup de chercheurs de certains pays, mais les chercheurs chinois, sur la pollution, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent. Et donc tout ça, oui, toutes nos données sont en ligne, on est complètement transparent à ce niveau-là. Et pour vous dire, le stress de travailler sur une mission comme celle-là, c'est à l'inverse, les données brutes, donc ce que je vous ai montré, les spectres du départ, quoi, l'image que je vous ai montrée plein de fois, là, je ne sais pas où elle est, non. Ces données-là, tout le monde les a reçues en même temps que nous. Hein. Donc pour nous, c'est stressant parce que ça veut dire qu'il faut avoir développé l'expertise, les codes informatiques, etc. Parce que si vous voulez, ça, vous pouvez télécharger. Hein. Tout le monde peut les analyser. Bon, après, il faut avoir un peu de savoir-faire et de faire des traitements adaptés pour dériver les concentrations à partir d'un signal comme ça. Mais ça veut dire que nous, chercheurs, ça nous met la pression parce que les chercheurs d'autres pays peuvent faire la même chose que nous en même temps, en fait. Donc oui, sur la recherche, c'est très partagé et très transparent. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Il y a encore une question de... Elle l'est, c'est ce que je viens d'essayer d'expliquer. En quoi vous trouvez qu'elle n'est pas uniformisée? Non, enfin en Europe on n'est pas en retard et même alors moi au début de ma carrière j'ai attendu très longtemps que cette mission-là soit lancée, donc je travaillais dessus déjà avant qu'elle soit lancée. Donc à ce moment-là, les États-Unis étaient en avance par rapport à nous. Ils avaient des satellites d'observation de la Terre qui étaient en avance, mais là, on est les premiers de la classe, hein, là, depuis un moment. Hein. On est bien avant les États-Unis sur tous les satellites d'observation de la Terre. Parce qu'eux, ils ont mis le focus sur Mars. À partir d'un certain moment, depuis Bush, ils se sont dit, on va aller sur Mars. Et en fait, la source d'argent, elle n'est pas intéressable. Et donc, quand on met de l'argent pour les missions Mars, qui coûtent extrêmement cher, on ne les met pas sur l'observation de la Terre. L'Europe a fait un autre choix, et c'est très bien, parce que je pense qu'il vaut beaucoup mieux regarder ce qui se passe dans notre atmosphère que d'aller sur Mars. Hein. Mais... Bonjour. Bonjour, oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner un avis sur les projets, les idées de géo-ingénierie solaire qui ont été évoquées récemment, notamment par certaines personnalités américaines, comme d'envoyer par exemple du dioxyde de soufre, il me semble, dans l'atmosphère pour le refroidir ou ce genre de choses. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour imiter les éruptions volcaniques et faire un écran... Donc, alors c'est des idées qui circulent. Après, quand on suit les éruptions volcaniques, si on fait un équivalent en avion qui décollerait et qui devrait balancer du soufre, ça veut dire qu'il faudrait des avions en permanence qui balancent du soufre dans l'atmosphère et qui recommencent tout le temps. Parce qu'en fait, l'atmosphère est bien faite, elle nettoie tout le temps. Donc, il faudrait continuer le truc en permanence. Donc, c'est arrivé qu'ils le fassent dans certains pays, par exemple pour faire pleuvoir ou pour neiger, parce que ça fait des petits noyaux de condensation sur les nuages, mais ça ne reste pas. Hein. La pluie prend les particules et les met au sol. Donc, on en parle beaucoup. C'est des moyens détournés. Il vaut mieux juste changer la manière dont on dépense de l'énergie, donc faire baisser les émissions de CO2, de méthane, etc., en changeant nos pratiques, en fait. Donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et je pense qu'il faut continuer à étudier ça, mais je pense qu'il n'y a aucun pays qui va être assez fou pour lancer des trucs comme ça avec les impacts qu'on ne connaîtra pas. Hein. Ça va bouger, ça va changer de pays. Voilà. Merci. C'est bon? Plus de questions? Oui. Encore. La question est intéressante parce que c'est effectivement... Il y a un certain nombre de gens qui réfléchissaient à une réflexion de science-fiction, rendre Mars habitable. Et donc en modifiant donc son régime atmosphérique et donc en réchauffant la planète. Est-ce que c'est totalement impensable sur le plan scientifique c'est totalement impossible de rajouter une atmosphère sur Mars et de faire qu'elle tienne. En fait, sinon, elle est partie. Il y avait une petite atmosphère. Il y a une atmosphère très ténue. Il y en avait une plus importante. Elle est partie. Hein, donc,
je ne vois pas comment on fait ça autrement qu'une bulle, quoi. Et ouais. Donc, ouais. Donc on peut, ça reste de la science-fiction. Ouais. Bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste bien sûr à remercier la conférencière. Merci à vous. Ses réponses à ces questions. Et donc, ça me permet aussi d'introduire la prochaine conférence qui, comme d'habitude, sera le dernier mardi du mois prochain, donc le mardi 29 avril, toujours à la même heure, 18h. Et ce sera une conférence concernant l'aviation, et en particulier les innovations pour une aviation commerciale durable.